Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Fury s'offre une petite frousse, Munguia ne convainc pas et un gala à saveur locale au centre Pierre Charbonneau. Et c'est avec plaisir que j'accueille Monsieur Boxing Town Québec lui-même, Laurent Poulain et Adrien Meur. Bonjour messieurs. Salut Francis. Honoré. Messieurs, il y avait un combat présenté samedi soir à Las Vegas. Tyson Fury qui disputait son deuxième combat. On se souvient de sa première prestation contre Tom Schwartz. Un entertainer au sens le plus pur du terme. Cette fois-ci, il affrontait un autre boxeur obscur du nom d'Otto Wallin. Et pourtant, ça a été un combat extrêmement intéressant. Que Fury a éventuellement remporté par décision unanime des juges, des pointages quand même assez larges, mais c'est une coupure à l'œil gauche ou à l'œil droit? Œil gauche. Œil droit. Causée par une gauche, justement, du gaucher Wallin au troisième round, là, qui a complètement changé la trame narrative de ce combat-là. Fury a dû quand même pédaler assez fort pour aller chercher la victoire. Un combat, là, on parlait beaucoup de l'éventuelle revanche contre Deontay Wilder. Et là, on se demandait, coudonc, est-ce qu'elle va avoir lieu, cette revanche-là? Oui, parce que c'est pas le combat en lui-même, parce que Fury l'a dominé, il a gagné au point largement, mais c'est vraiment cette coupure qui a fait en sorte que ça a rendu le combat intéressant, parce qu'il y avait le spectre de l'arrêt de l'arbitre. Comme ça a été causé par un coup de poing, ça aurait été un chaos technique si le combat était arrêté à cause de la coupure. C'est ça qui a fait en sorte que c'est ça qui a rendu le combat intéressant, parce que ça a aussi forcé Fury à être plus agressif que d'habitude, parce qu'il ne savait pas s'il allait arriver au bout des 12 rounds, s'il allait être arrêté. Donc il avait ce sentiment d'urgence. Donc ça a rendu le combat plus intéressant, parce que sinon ça aurait été une domination tranquille de Fury. Wallin m'a quand même surpris par sa durabilité. On sait que Fury n'est pas le plus gros cogneur chez les poids lourds, mais quand même il a quand même de la puissance, et Wallin, qui était relativement inconnu, a quand même tenu son bout. Puis il sort quand même grandi de ce combat-là malgré la défaite. Il va, à mon avis, pas être un champion du monde. Ça va pas être un gars qui va menacer les Wilder de ce monde, mais c'est un gars qui est quand même capable d'offrir une bonne performance, une bonne résistance à un boxeur de haut niveau chez les poids lourds. Mais je trouve qu'il faut être un peu prudent avec les boxeurs invaincus. Avant le combat, les gens voyaient peut-être Fury gagner en 1 ou 2 rondes, mais on ne sait jamais que les invaincus, on ne sait pas leur sommet et où, on n'a pas de baromètre. Puis pour Tyson Fury, moi j'ai l'impression que c'est fait un peu Ruslan provoqué par Deontay Wilder. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Puis ce combat-là m'a donné moins envie de voir la revanche. J'ai l'impression que Wilder va juste le sortir rapidement du ring quasiment, puis que Tyson n'est plus à ce niveau-là déjà. Ça n'a pas pris de temps, mais il est arrivé quelque chose. Il a laissé un peu son arme dans le ring contre Wilder. Ouais, c'est possible que ça soit une Ruslan Provodnikov, mais c'est aussi possible que Fury ce soit pas. Il a tendance, Fury, à pas se mettre au niveau de l'adversaire, mais à offrir des performances un peu moins inspirées quand l'adversaire n'est pas un gros nom. Je m'en souviens, après son retour, il avait affronté c'est Francesco Pianetta, ouais, et ça n'avait pas été un grand combat, loin de là. Quand j'avais vu ce combat-là, je m'étais dit, c'est plus le même Tyson Fury, il reviendra jamais à son niveau. Et après ça, il s'est battu contre Wilder, il a offert cette performance incroyable. Donc j'ai l'impression que lui, quand il est sur le gros stage, il arrive à monter son niveau. Il attend l'enjeu. Voilà. Et là, contre Wallin, il avait eu Schwartz avant. Bon, Schwartz, c'était son premier combat avec ESPN. Il y avait un petit peu plus de hype derrière. Là, c'était un combat pour attendre cette revanche contre Wilder. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas forcément pris au sérieux. Son père a critiqué aussi son équipe autour de lui. Il a demandé de changer d'équipe d'entraîneur. Ouais, je suis pas certain que ça soit dû au coin. Je pense que c'est une question peut-être de motivation. C'est mental quand tu attends ce gros combat, que tu l'as déjà vécu plusieurs fois, parce qu'il a eu le combat contre Klitschko, il y a eu celui-là contre Wilder. Tu as déjà vécu ces grands combats, et là tu affrontes Otto Wallin que personne connaît. Tu n'es peut-être pas aussi motivé, tu fais peut-être pas autant les efforts dans le gymnase. Pourtant, il est venu assez léger. Il a jamais été aussi léger que ça dans un ring, Fury. Mais pourtant, il s'est pas déplacé autant que d'habitude. Il avait l'air un peu plus emprunté que le Fury qu'on connaît d'habitude. C'était pas sa performance la plus inspirée, mais dans ce genre de combat-là, l'important c'est de gagner
pour pas jeter par la fenêtre cette revanche contre Wilder, mais on est passé très très proche d'avoir un arrêt médical, parce que si il y avait la même coupure sur le visage d'Otto Wallin, ce combat-là, il allait pas très loin. C'est ça, j'en ai vous demander. On dit que dans un procès, un bon avocat ne pose jamais une question dont il ne connaît pas la réponse. Et là, Tony Weeks a demandé l'avis du médecin après la première coupure, mais au 12e round, quand Wallin a eu un petit regain désespéré d'énergie, et là, le sang s'est mis vraiment à couvrir complètement le visage de Fury. Il y aurait eu 1001 raisons d'aller demander l'avis. Et là, probablement qu'on aurait arrêté, parce que là, c'était rendu 2 coupures, dont une dans la paupière là, qui était assez sanglante. Ça me rappelle quand Wilder avait affronté Duopa, puis on l'avait arrêté au 11e, mais la coupure n'avait pas vraiment évolué. Je pense qu'on voulait protéger le pourcentage de KO. Puis là, c'est l'inverse, on l'a laissé finir. Je pense aussi qu'on voulait protéger Duopa parce qu'il avait encaissé énormément de coups dans ce combat-là. Mais reste que il y avait tellement de choses à l'enjeu que le seul moyen véritable pour Wallin de l'emporter, c'était de passer de knockout à Tyson Fury. Et encore là, ça prend un knockout de 16, 17, 18 secondes. Tout le monde est comme un peu conscient là, dans tout ce théâtre-là de son rôle. Des fois, l'arbitre peut compter lentement. Et puis on le sait que l'arbitre et le médecin non plus voulaient pas arrêter ce combat-là parce qu'ils savent que derrière, il y a une revanche contre Wilder, que ça va générer plusieurs millions de dollars pour chacun des boxeurs, pour les promoteurs, etc. Tu veux pas être celui qui a envoyé tout ça valser et qui a fait perdre autant d'argent à tout le monde. Donc ils vont agir avec un petit peu plus de prudence quand il s'agit d'une vedette comme ça qui a déjà un combat de prévu. Par contre, le combat contre Wilder pourrait peut-être être repoussé parce qu'on parle de jusqu'à 6 mois pour guérir de la coupure. Oui, la commission athlétique l'a déjà suspendu là, pour un certain temps, empêcher les contacts. Je n'ai pas les dates précises. Là, et Wilder n'a pas encore battu Louis Ortiz, qu'on compte rapidement pour vaincu. Qui lui avait posé beaucoup de problèmes dans le premier combat. Et l'école cubaine. Ouais, cette coupure de Fury, ça a pris 47 points de suture à fermer. Et c'est non seulement il faut qu'il soit prêt pour le combat, que la coupure soit complètement guérie pour le combat, mais aussi pour la préparation, parce qu'il faut qu'il fasse du sparring. À l'entraînement, il faut qu'il soit à 100%. Donc je ne suis pas certain qu'on voit ce combat-là en février. À mon avis, il faudra le repousser de 2-3 mois au moins. On avait l'impression qu'il y avait un hype monumental envers cette revanche-là. Et là, ce qui s'est produit samedi dégonfle légèrement. Je pense qu'ils ont un peu étiré le hype. C'est un hype où tu mets Tom Schwartz, tu mets Wallin, il arrive la blessure. Des fois, il ne faut pas trop étirer la sauce. Oui, c'est pour ça qu'il faut généralement faire les gros combats quand ils sont disponibles, parce qu'il peut y avoir un accident comme ça, une défaite bête par une coupure ou une arrestation. Ouais. Oui, ça aussi, ça arrive. Ça a été une carte, somme toute, assez intéressante. On a vu à l'œuvre en demi-finale le prodige Emmanuel Navarrete. Lui, c'était un deuxième combat en l'espace de un mois à peu près. Il affrontait un aspirant qui était classé assez loin. Et il n'en a fait qu'une bouchée. Même, il n'avait pas de l'air stable sur ses pieds quand il a passé le knockout. C'est un boxeur qui déploie de la puissance là, dans à peu près n'importe quelle situation. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Il a un style assez unique, un peu échevelé. Et il est, comme tu l'as dit, à la fin du 3e round, il a enregistré un knockdown avec un crochet que je qualifierais d'aérien. Il avait les 2 pieds décollés du sol. Il s'est complètement jeté dans ce crochet-là. Et il a quand même réussi à développer assez de puissance pour envoyer... il n'ordait pas aller au tapis. C'est les cordes qui l'ont retenu. Donc ça a été compté comme un knockdown. Et sur le coup de poing qui a mis fin au combat... Pareil, il était en complet déséquilibre après un crochet qui était passé dans le vide. Mais tu as l'impression qu'il va être emporté, qu'il va tomber. Et il trouve un moyen de se remettre en équilibre et de renvoyer un coup qui arrive dans l'autre sens. Donc tu penses qu'il va tomber, qu'il va partir de ce côté-là. Et en fait, il y a un coup qui arrive dans l'autre sens. C'est très très dur d'anticiper ce que va faire Navarrete parce que c'est absolument pas orthodoxe. C'est pas classique du tout comme boxe, comme attaque. Mais c'est très très efficace. Et ce qui va être compliqué dans le futur pour les autres champions, je pense par exemple à Daniel Roman ou Ray Vargas, se préparer pour un gars comme Navarrete, tu fais comment? Qui est-ce que tu amènes comme sparring partner qui peut avoir les mêmes qualités physiques et le même style, qui peut imiter son style de boxe à Navarrete? Il n'y a personne qui ressemble à ce boxeur-là. Donc pour se préparer, pour s'entraîner à faire face à Navarrete, ça va être compliqué. À mon avis, c'est des boxeurs qui l'ont affronté une fois, qui ont vu ce qu'il amenait,
qui pourront après faire un plan de match et savoir à quoi s'attendre, parce que sinon c'est très compliqué. Moi, je retiens de tout ça crochet aérien. C'est une première fois que j'entends ça. Mais c'est impressionnant, là, il se jette. En art martial mix, c'est des coups de genoux à la volée. Ben là, c'est un crochet à la volée. Là. Il était les 2 pieds décollés dans les airs. Et généralement, tu peux pas générer de puissance quand tu n'as pas les pieds bien groundés. Et lui, il y arrive quand même. Mais Navarrete, on parle d'un boxeur qui approche les top 10 livre pour livre. Là, ouais. Un peu comme une superstar de demain. Parce qu'il démolit ses adversaires. Bon, là, c'était les 2 derniers, c'est des aspirants qui étaient pas les plus proches, qui étaient assez loin, qui étaient autour de la 10e, 11e place. Mais quand même, il les a démolis en 3 ou 4 rounds. Et il a un physique aussi qui est très particulier. Il a des bras très très longs. Et ça lui permet de frapper dans des angles à peu près impossibles. Normalement, tu sais, les coups de poing vont arriver soit en ligne droite, soit des côtés comme ça, mais lui, ça arrive un peu par-dessus, par en dessous. Et puis, comme ses bras sont très longs, il peut aller très large, donc ça arrive d'angles inhabituels. Et il lance énormément de coups, il a un gros volume de coups, et il frappe fort, donc c'est tout un problème pour les autres 122 livres. Mais pour lui, c'est une grosse performance, encore une fois, à la télévision. Donc, ça permet de créer un momentum. Et on sait à quel point c'est important de bien faire là, quand les caméras sont braquées sur nous. T'attendais, Adrien, beaucoup de choses du combat entre José Pedraza et José Zepeda. Et ça a été un combat extrêmement intéressant que Zepeda a remporté. Oui, ça a été comme on s'attendait, un combat tactique. Mais j'étais un petit peu déçu par Pedraza. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Zepeda. Il a une boxe assez particulière. Il est gaucher et il met beaucoup de poids sur la jambe arrière, ce qui est pas trop habituel, ce qui normalement on te demande de pas faire, mais lui ça lui va bien. C'est l'ancien temps un peu. Ouais, et il boxe beaucoup en contre. Il a un bon timing, il gère bien la distance aussi, mais il a fait une belle performance. Zepeda, il mérite cette victoire-là, mais j'ai trouvé que Pedraza était pas dans un bon jour. On dirait qu'il savait pas trop quoi faire. On dirait qu'il était arrivé sans vraie stratégie. Je sais pas ce qu'il voulait faire exactement, parce qu'il a boxé de la même manière du premier peut-être au 9e round. C'est seulement à la fin où il a un petit peu commencé à travailler au corps, mais c'était trop tard, où il a appuyé un petit peu sur l'accélérateur. J'ai l'impression qu'il n'était pas particulièrement bien préparé pour ce combat-là, et j'ai pas aimé le travail de son coin. Je sais pas si vous avez remarqué, juste avant que le 10e round commence, c'est la dernière minute de repos. Là, le 10e round va commencer et son coin lui dit bon ben là ça va être le 9e. Et après il lui dit plus rien, il commence à s'occuper de l'œil qui gonfle. Et c'est quand l'arbitre arrive et dit 10e et dernier round, toucher les gants. Là son entraîneur il allume. Oh, c'est le dernier round. Dernier round, vas-y donne tout ce que tu as. Faut que tu lui passes le KO, faut que tu remportes ce round-là. Il était peut-être distrait. Donc, en tant que boxeur, on te dit c'est le 9e round, puis en 10 secondes, on te donne toutes les instructions pour le dernier round, un peu en panique. T'es pas dans les meilleures conditions dans un combat où tu es déjà en retard. D'ailleurs, ce discours-là de tout donner, de lancer plus de coups, d'être plus agressif, il aurait dû lui donner ça 3 ou 4 rounds plus tôt, parce qu'il était déjà en train de perdre le combat. Donc, du côté de Pedraza lui-même, la performance a été un peu décevante. Et son coin l'a pas aidé non plus en n'étant pas un très très bon soutien pour lui. Mais faut pas enlever le mérite à Zepeda, parce que si Pedraza a pas particulièrement bien paru comme ça, c'est aussi parce que Zepeda l'a empêché d'installer sa boxe. Et on avait déjà vu Zepeda contre Ramirez, il avait très très bien performé jusqu'à ce que Ramirez reprenne le dessus. Avec le rythme infernal que Ramirez met. Mais ce qu'avait fait Ramirez, c'est qu'il avait très bien, quand il n'arrivait pas à l'atteindre à la tête, il était descendu au corps, il avait travaillé au corps, il l'avait fatigué, il avait un peu coupé les jambes pour ensuite pouvoir mieux travailler en haut. Et c'est ce que n'a pas fait Pedraza. Il n'a jamais changé il n'a jamais fait d'ajustement Pedraza, alors qu'il est tout à fait capable de le faire. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il est passé de droitier à gaucher, ce qu'il fait régulièrement dans ses combats, mais ça ne lui a pas amené plus de succès quand il est passé gaucher. Donc je suis un peu déçu de ce que nous a montré Pedraza, mais ça reste que c'était un bon combat tactique, et que Zepeda, après cette performance contre Ramirez et celle-là contre Pedraza, il nous montre qu'il est un boxeur de haut niveau. Il faut par contre qu'il arrête de baisser de rythme en deuxième partie de combat, parce que là, il a laissé Pedraza à la fin reprendre un petit peu du poil de la bête. Dans un combat de 12 rounds, faut pas qu'il fasse ça, parce qu'il va perdre les 3-4 derniers rounds et ça te met dans le trouble.
Ça, c'était la contre-programmation de Top Rank pour le jour de l'indépendance. On sait qu'il y avait une carte de DAZN avec Jimmy Munguia. Et là, il commence à avoir une pas pire rivalité entre Eddie Hearn et Bob Arum. Eddie Hearn, il s'est moqué du nombre de billets vendus par Top Rank. On disait, bon, il y avait juste 1500 billets vendus. Là, finalement, on a annoncé au-dessus de 8000. Merci à tous ces boxeurs présents pour les combats préliminaires. Navarrete, c'est un bon exemple. On voulait avoir des combattants mexicains ou latino-américains là, parce qu'on sait que les Mexicains sont friands de boxe et convergent vers Vegas pendant cette fin de semaine-là. Souvent, je pense qu'Yvon Michel l'a bien expliqué sur les ondes de RDS2, vends ton gala. Commence pas à planter les autres. Au pire, dis que Munguia, c'est le prochain Oscar de la Hoya ou vente-le à outrance, mais pas... ça va revenir en boomerang un jour. Je le trouve vigoureux, ce Bob Arum. Il a 88 ans, puis il a encore le sens de la répartie. Puis je pense qu'il y a quelques heures, il a dit de Eddie Hearn qu'il était juste bon pour signer des chèques avec l'argent de DAZN, fait que ça brasse. Ouais. Arum n'a jamais eu sa langue dans sa poche, mais on dirait qu'avec l'âge, il craint un peu moins les conséquences. On dirait il s'en fout un petit peu. Puis... Si tu t'en fous pas à 88 ans, t'en foutras jamais. 2 galas présentés par DAZN cette fin de semaine. Le vendredi, il y a toujours un avant-goût pour préparer au gala du jour d'indépendance. Et c'était Devin Haney. On attend beaucoup de ce boxeur-là parce qu'on dit que c'est un des plus beaux espoirs de la boxe professionnelle. Il a battu Zaour Abdouyaev pour devenir champion intérimaire des poids légers du WBC. On se souvient, Lomachenko a gagné le titre régulier. Entre guillemets, il n'y a pas si longtemps. Là, je disais un des plus beaux espoirs de la boxe professionnelle, mais là, avec la performance qu'il a fait, est-ce que on pourrait dire le plus bel espoir de la boxe professionnelle? Moi, j'ai toujours un peu de misère à comparer les catégories de poids, là, mais oui, Devin Haney, c'est peut-être l'ultime prospect. Puis c'est surprenant, mais en plus, il gagne au 4e round. Mais moi, je suis vraiment impressionné de voir tous ces boxeurs-là en dessous de 22 ans qui appartiennent quasiment déjà à l'élite. Ça va de plus en plus vite à notre époque. Puis Devin Haney, c'est incroyable. Teofimo Lopez va affronter Richard Commey. Virgil Ortiz a ouvert les yeux d'à peu près tout le monde. Là. Ceux qui les yeux n'étaient pas encore ouverts. Vraiment impressionnant, cette jeune relève. Ouais, et Haney, c'est dur de voir un défaut chez lui. Il a complètement dominé ce combat-là contre Abdoulayev, qui était invaincu, qui n'avait pas tant d'expérience, 11 combats seulement, mais qui était quand même un gars qui est passé par le système russe, qui avait toute cette expérience au niveau national, qui a quand même des bons fondamentaux, mais qui n'avait pas la vitesse pour rivaliser avec Haney. Haney était juste trop rapide, trop vif, et ce jab qu'il utilise très très bien. C'est dur de voir une faille dans sa boxe pour le moment. Ça va peut-être venir, mais il va falloir qu'il affronte un gars de très bon niveau pour pouvoir déchiffrer un peu le problème d'Evan Haney. Et à 20 ans seulement, c'est impressionnant de voir qu'il soit déjà à ce niveau-là. Et là, il parle de le mettre en sous-carte des 2 youtubeurs pour qu'ils soient encore plus vus. Ouais. Et il a défié Lomachenko en l'appelant Nomachenko parce qu'il ne voulait pas se battre avec lui. Mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a énormément de boxeurs qui lancent des défis à Lomachenko depuis le combat, mais jamais pour leur prochain combat? Ils disent dans 2 combats. Là, je vais en faire un. Après toi, comme il se faufile un peu pour gagner du temps quand même. Ouais, c'est pour mettre le nom sur la map, mais pour attendre que Lomachenko montre des signes de... On prend la publicité qui vient avec le nom, mais on va reculer un peu le défi. Là. Ouais, surtout que Lomachenko a dit qu'il était prêt à se garder un petit moment de repos pour attendre le vainqueur du combat pour le titre de l'IBF qui lui manque pour rafler les 4 ceintures. Donc, c'est bien beau le défi, mais on sait en même temps qu'il va rester sur les lignes de côté à attendre patiemment la ceinture rouge qui lui manque. Oui, et c'est d'autant plus facile de le défier quand tu n'es pas avec le même promoteur, le même réseau de télé. Il y a même des 140 puis des 147 qui lancent des défis. Quand tu es en haut de la montagne, c'est ça qui arrive. Mais c'est quand même assez incroyable parce qu'Haney, c'est quoi, 20-21 ans? Là? Et souvent, on va vanter des jeunes boxeurs contre des adversaires vraiment de moindre envergure en disant, bon, ils respectent le plan de match, ils attaquent le corps. Mais dans le cas d'Haney, il l'a vraiment fait. Là, il n'a jamais dérogé même. C'est incroyable la quantité de jabs qu'il a lancé. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Mais je vois personne battre Shakur Stevenson dans sa catégorie de poids. Puis je pense qu'il n'a même pas 22 ans, lui non plus. Fait que la relève, là, c'est épatant. Et c'est souvent chez les jeunes comme ça. Avant, on voyait des jeunes qui avaient des armes offensives vraiment développées, mais qui avaient souvent des petits progrès à faire en défense. Alors que là,
Shakur Stevenson, Devon Haney, c'est des gars qui défensivement sont très très solides. Ils sont déjà complets alors que normalement ils devraient être encore en développement. Et écoute, s'ils sont encore en développement, ça veut dire qu'ils vont devenir de bien meilleurs boxeurs que ça fait peur. Et là, ce qui est drôle, c'est que la boxe amateur, on a retiré le casque pour se rapprocher de la boxe professionnelle. Et là, les boxeurs se disent, ben tant qu'à manger des taloches, pas de casque, on va aller faire de l'argent avec ça. Donc, c'est un peu l'envers de la médaille, surtout qu'on a tellement de problèmes de gouvernance à la IBA. Et là, on voit les effets. Il y a beaucoup de boxeurs là, de cette... il y a Shakur Stevenson qui, lui, a suivi le processus et qui est allé jusqu'aux Jeux olympiques, mais il y en a beaucoup, là, Haney... Le premier qui avait fait un scandale, c'était Erickson Lubin. Parce que c'est Mike Tyson qui était allé le chercher, qui l'avait sorti... il était favori pour gagner les Olympiques. Puis on avait traité Tyson de traître à la nation. Puis il y avait eu toute une histoire aux États-Unis. Puis Lubin avait dit, vous enlevez le casque, je vais me faire payer. C'est la même chose que la boxe pro. Puis lui était parti chez les pros. Ouais. C'est sûr que ça va toujours amener un peu le vieux débat. Tant qu'à boxer une boxe qui ressemble aux pros, je vais choisir mes adversaires puis je vais me faire payer. J'ai jamais trop compris cette décision d'enlever le casque. En plus, ça augmente le risque de blessure avec les coupures. Pour des amateurs qui vont faire plusieurs combats dans un tournoi, je comprends pas pourquoi enlever le casque. Ça apporte rien à la boxe amateur. Mathieu s'était fait complètement ouvrir à la demi-finale, puis c'est une des raisons pour laquelle il est chez les pros au lieu d'aller nous représenter aux Olympiques en 2020. Oui, parce que là, les championnats du monde battent leur plein, puis on peut imaginer qu'un boxeur comme Lexon Mathieu aurait pu faire sa route, là, comme on le voit avec d'autres boxeurs qui le font présentement. Je pense que c'est Wyatt Sanford, c'est ça? Oui. Qui a perdu aujourd'hui, mais qui va terminer dans le top 16. C'est quand même... on sait à quel point les championnats du monde, ça peut être une belle vitrine pour attirer l'œil des promoteurs. Sinon, Jamie Munguia, lui, affrontait... on disait que c'était son dernier combat chez les 154 livres, mais là, on il a eu de la misère à faire le poids, fallu qu'il... Rien n'est moins certain, semble-t-il, là, mais on va en prendre et en laisser. Il bat son aspirant Patrick Allote par knockout, là, selon les règles, au 4e round. Dans le fond, on a jeté l'éponge à un certain moment pendant le combat. Mais Adrien, on s'est parlé plus tôt cette semaine, mais tu me disais, c'est rare qu'un boxeur là, champion bat son aspirant rapidement, mais... il a mal paru dans l'ensemble. Ouais. Il paraît mal alors qu'il gagne par KO au 4e round. Ça, c'est assez bizarre, mais il a juste... C'est la différence de carrure qui a fait la différence dans ce combat-là. Munguia est un gros 154 qui devrait passer très rapidement chez les moyens, alors que Allote, lui, il fait le yo-yo entre 147 et 154. Il fait des combats dans les deux catégories. On a pu voir qu'il était beaucoup plus petit en termes de carrure. Et il n'a pas réussi à prendre la puissance de Munguia. C'est pour ça que le combat a été arrêté aussi rapidement. Mais j'ai trouvé que Munguia, on a revu le même boxeur, on a revu les mêmes erreurs que ce qu'il faisait dans le passé. C'est-à-dire que quand il attaque, il lance des coups très larges, sans aucune préparation. Il lance de grands crochets qui viennent de beaucoup trop loin. Et quand il réduit la distance, il ne fait rien pour réduire la distance. Il fait juste avancer. Il ne fait pas de feinte, il ne bouge pas la tête, il utilise très peu son jab. C'est les mêmes erreurs qu'on avait déjà vues. Il ne varie pas la vitesse, la force de ses coups. C'est toujours des bombes très larges. Je ne vois pas d'amélioration par rapport à ces deux derniers combats, surtout celui contre Dennis Hogan. Et même si c'est un KO 4e round, les 2 premiers rounds, Allote a très bien fait, à mon avis, à remporter les 2 premiers rounds. Et, il a réussi à se déplacer beaucoup, à le contrer quand Munguia avance, parce qu'il avance sans bouger la tête, sans feinter, sans jabber. L'autre, il peut le timer et l'atteindre avec des grosses droites. Allote n'avait pas la puissance pour faire reculer Munguia, pour le faire réfléchir. Mais il a réussi à l'atteindre souvent, beaucoup trop souvent pour un gars de ce niveau-là. Et c'est ce qu'on disait avant avec Haney. On ne voit pas de faille dans son jeu à Haney, dans sa boxe. Et il faudra un gars de beaucoup plus haut niveau pour pouvoir déceler des petites craques dans son armure. Alors que là, Munguia, des gars comme Dennis Hogan et comme Patrick Allote ont réussi déjà à montrer des failles dans sa boxe, des lacunes qui ne corrigent pas. Et ça, c'est inquiétant quand des gars d'un niveau moindre comme ça t'exposent un petit peu, et exposent des problèmes dans ton jeu. Donc, je ne suis pas convaincu que Munguia ait autant de succès que ça quand il va affronter
des très bons boxeurs à 160. Cette victoire contre Saddam Ali, ça a été pour lui une bénédiction parce que ça l'a fait connaître, mais ça a été aussi un petit peu une malédiction parce que maintenant on s'attend à ce qu'il démolisse des champions du monde, alors que c'est un jeune boxeur, il n'a que 22 ans, il devrait être encore en progression. Ça l'a peut-être propulsé un petit peu trop vite sur l'avant-scène, cette victoire inespérée, inattendue contre Saddam Ali. Parce que ce genre de combat-là, si c'était un jeune en progression qui a une victoire comme ça, on va dire, bon, ben, il continue à progresser. Il s'est fait atteindre un petit peu, mais il a gagné grâce à sa puissance. Alors que là, on s'attend à ce qu'il soit meilleur que ça, justement parce qu'il a déjà une ceinture et parce qu'il a offert des performances plus impressionnantes que ça. J'ai l'impression que lui-même, il ne sait pas trop où se situer encore, Munguia. Et s'il offre des performances comme ça contre l'élite des 160, il va se faire ramasser. Je le vois contre un Demetrius Andrade. Ça va faire un Billy Joe Saunders, David Lemieux. Là. Ça va être le même style de combat. Il va s'amuser avec lui. Si je suis un des 160 qui est chez DAZN et qui cherche un combat, un Daniel Jacobs, un gars comme ça, comme Andrade, je veux aller chercher Munguia parce qu'il est très prenable. Si tu remarques, personne affronte Demetrius Andrade. Ouais. Il y a une raison, c'est parce que personne ne veut mal paraître. Mais pour James Munguia, moi, je demeure encore un assez grand fan de Munguia. Je trouve que tu as raison sur tous tes points, mais il a quand même, il est capable de lancer du haut volume, de travailler en puissance à répétition longtemps pendant le combat. Mais en même temps, les promoteurs, là, je veux juste les aviser, parce qu'ils nous écoutent, qu'on n'est pas naïf. Là. On le voit que vous allez chercher des 147 livres pour affronter Munguia, puis là, il l'assomme, puis là, on connaissait de créer un gros hype. On l'a fait à l'époque avec Canelo Alvarez, il boxait chez les 147. On amenait des 140, je me rappelle de Matthew Hatton, je me rappelle Ryan Rhodes. En début de carrière, on la connaît, votre stratégie avec les boxeurs de 22 ans, qu'on a comme décidé que James Munguia, c'était l'élu, c'était celui qui allait être le dauphin de Canelo Alvarez. Et là, on utilise une méthode fort connue. Et je t'annonce que quand il va passer chez les moyens, ça va probablement être contre un 154 livres qu'on va aller monter. Puis oui, on va continuer ce système-là avec lui, mais il est trop aimé de l'AIA pour pas réussir, ou on va s'arranger pour qu'il réussisse. Ouais, mais il a les qualités aussi pour réussir. Comme tu le dis, il lance des bombes, il est capable de lancer des bombes pendant 12 rounds. Et quand il a réussi à coincer Aloté contre les cordes, là, on a vu ce que Munguia était capable de faire. Aloté, je trouvais qu'il ressemblait... je l'aurais vu contre Michael Zouski plus que contre James Munguia. Il avait l'air petit dans le ring. Hein. Beaucoup plus mince. Il n'y avait pas l'épaisseur de... Nos télés, maintenant, ils ne pardonnent pas. Là, on voit très bien ce qui se passe. Il s'était offert les services d'un nouvel entraîneur après le combat contre Dennis Hogan, l'ancien champion Eric Morales. Bon, Freddie Roach a toujours dit que ça prend un an et demi avant... d'effectuer des changements et de mettre le boxeur à sa main. Est-ce que vous avez vu des petites différences ou c'était le bon vieux même Munguia? Quand je t'ai entendu dire que Freddie Roach avait parlé d'un an et demi, je me rappelle qu'il avait fait une entente avec Jean-Pascal pour 5 semaines avant le deuxième combat contre Kovalev. Ben non, on a vu sensiblement le même Munguia. On va acheter l'analyse de Freddie Roach. Ça va prendre un peu de temps. Oui, ça prend toujours au moins gros minimum 2 combats, 2 camps d'entraînement avant de voir l'influence d'un entraîneur. Il a les qualités, Munguia, il est encore jeune, il va progresser, mais c'est vraiment ces lacunes qu'il a montrées contre Hogan, il les a clairement pas adressées, il a clairement pas travaillé fort là-dessus, donc j'espère qu'on va identifier ça comme un problème à régler rapidement parce que offensivement, quand il arrive à te coincer contre les cordes, ce qui va arriver à un moment donné dans un combat de 12 rounds, il est capable de mettre n'importe qui KO, il est capable de faire mal, mais c'est pour s'approcher. Le problème, c'est qu'il faut qu'il travaille pour réduire la distance, il faut qu'il travaille mieux que ça. Il fait juste avancer tout droit sans trop se protéger, sans trop préparer ses attaques, et c'est ça. Ça marche contre des gars de ce niveau-là, mais quand il va se frotter à l'élite, ça ne marchera plus. Juste un petit détour par le Québec. Si vous avez remarqué, Antonin Décarie puis Steven Butler courent beaucoup après James Munguia récemment. Puis j'ai hâte de voir si ce combat-là va arriver, parce que je ne suis pas certain que c'est une bonne idée pour notre boxeur québécois, mais peut-être que dans l'avenir, ça va être un combat qui va être un incontournable, Munguia et Butler, entre deux, un peu des prospects de la division.
Ouais, d'ailleurs, on a 160. annoncé, hein, c'est Philippe Saint-Martin de Boxrec qui nous a dit que Butler et Evulis étaient pressentis pour un combat le 5 décembre. On sait qu'il y a un méga événement d'Eye of the Tiger le 7 décembre au Centre Bell. Là, à moins là, d'un concours de circonstances incroyables, ils ne seront pas présents à ce méga gala-là, alors que logiquement devait être au moins, je dirais pas les têtes d'affiche, mais on pouvait s'attendre à ce qu'un des deux boxeurs soit présent, mais visiblement, ça ne sera pas le cas. Non, mais il en reste, quand on a 26 ou 27, il en reste quelques-uns. Eric Bazignan contre Rowan Murdoch, peut-être, on va avoir une annonce dans les prochains jours. Oh, on l'aura appris ici en premier. Peut-être. Il y avait un combat de poids lourd aussi qu'on surveillait entre Michael Hunter et Sergei Kuzmin. Kuzmin, il y a un certain intérêt parce que c'est un poids lourd russe et il y en a tellement qui sont sortis au cours des dernières années et il a failli à la tâche. J'ai passé la journée à envoyer des messages textes aux gens pour dire que Kuzmin allait créer la surprise parce qu'il allait timer sa grosse main droite en contre-attaque. Puis là, je me suis installé devant le combat. Puis là, j'avais hâte. J'étais certain que ça allait arriver. Puis Michael Hunter, il va falloir lui donner. Là, ça va être un des cruiserweights qui va avoir beaucoup de succès chez les poids lourds. Parce qu'il a un style qu'on ne retrouve pas chez d'autres boxeurs. C'est un gars qui boxe de l'extérieur, qui a quand même de longs bras pour sa carrière. C'est 79 pouces de portée, c'est très bon. Et il a un bon jab, il a un bon direct du droit. J'ai bien aimé comment il a envoyé son jab au corps régulièrement en début de combat pour garder Kuzmin à distance, pour être sûr de l'atteindre avec ce jab. Et Kuzmin, il n'a jamais vraiment appuyé sur l'accélérateur. On dirait qu'il n'a pas changé de rythme dans le combat. Il paraît, alors que c'était pas un rythme... Peut-être sa condition physique, hein, il est un peu... Il a l'air d'un ourson dans le ring. Ouais, parce que là, il était beaucoup plus gros que Hunter. Hunter rentre dans le ring autour de 215 livres. Et là, Kuzmin, qui d'habitude est autour de 245-250, là, il rentrait à proche de 260 livres. Donc, il était beaucoup plus lourd, mais aussi beaucoup moins mobile que Hunter. Et j'ai l'impression qu'il n'a jamais réussi à trouver son rythme, alors que le rythme du combat n'était pas très élevé. C'était pas un... Il s'est même fait faire mal aussi. Alors, il s'est fait envoyer au tapis par un très beau crochet gauche de Hunter. Et il a atteint Hunter quelques fois, mais ça n'a pas trop dérangé l'Américain. Hunter, je pense qu'il va poser des problèmes à quelques boxeurs qui sont comme ça, très statiques. S'il fait face à des boxeurs qui ne sont pas mobiles, il est capable de tourner autour, de les piquer, de s'en aller avant la contre-attaque. Si Hunter continue à gagner ces combats-là importants, là, je pense même que... Est-ce que j'ai lu que Hunter Povetkin, ça pouvait arriver dans les prochains mois? Aimeriez-vous une revanche contre Alexander Usyk, mais chez les poids lourds? Oh, ça serait intéressant parce que c'est la seule défaite de Hunter. C'était chez les lourds légers. Usyk a un adversaire un peu moins impressionnant pour son premier combat chez les lourds, mais c'est normal en même temps, tu changes de catégorie. Mais ouais, ça m'intéresserait, surtout que c'est... j'ai dit que c'est le seul gars qui avait un style mobile comme ça, c'est parce que je n'avais pas pensé à Usyk, qui était encore plus mobile que lui. Mais Hunter a les armes pour déranger beaucoup de poids lourds, surtout ceux qui se déplacent pas très bien. Et parlant de poids lourds, une surprise en Ontario cette fin de semaine, Alexander Teslenko, encore entraîné par Marc Ramsey, qui a subi la défaite. On a vu Ramsey être obligé d'arrêter le combat, mais à partir de la fin du deuxième round, Teslenko avait plus un once d'énergie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais j'ai hâte de voir si, justement, Eye of the Tiger va garder le nom de son adversaire, peut-être pour Simon Kane ou Makhmoudov en décembre. On sait que c'est leur tendance de faire ce matchmaking agressif de comparaison. Donc, à suivre. De comparaison et de revanche aussi. Quand le boxeur est battu, on le ramène. Ouais. Bon, ça fait quoi, 2 mois et demi qu'il n'y a pas eu de gala sur la scène locale? Le dernier, c'était Marie-Ève Dicker entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada. Là, c'est de retour vendredi soir au centre Pierre Charbonneau. On a hâte. On se croirait à la belle époque du centre Paul Sauvé, mais il faut juste descendre de la côte. Avec Henri Spitzer, promotion. Et oui, New Era Fighting and Promotion qui présente un gala mettant en vedette Francis Lafrenière et Francesco Cotroni. C'est un combat pour le titre canadien des poids moyens. Ça n'a pas été mis à l'enjeu depuis 2014. C'était Jenks Trotter qu'on a déjà vu contre Steven Butler, si je ne m'abuse. Si t'as pas cligné des yeux. Oui, tout à fait. Ça a duré le temps des roses. Il affrontait Jenks Trotter, Walid Smichette pour l'occasion. La tempête de sable. Et c'est un titre qui a déjà été prestigieux. Fernand Marcotte qui l'a déjà remporté. Alex Hilton, Otis Grant, Stéphane Ouellet et Dave Hilton.
C'est une affiche résolument locale. Là, on dit que c'est un nouveau groupe de promotion, mais on a l'impression que c'est le club école, c'est le Rocket de Laval du groupe Yvon Michel, parce que... Ben, je suis un peu surpris, moi, que Yann Pellerin, il se paye pas une bannière là, pour mettre... un bon backdrop. C'est lui qui paye, mais c'est l'autre bannière qui est là, mais ça y appartient. Hein. Est-ce que c'est possible de connaître du succès? On surfe sur ce que Rixa Promotion faisait, des affiches à saveur locale ou à tout le moins là, deux combattants canadiens. Francis, ils ont annoncé aujourd'hui, quelques minutes avant qu'on rentre en onde, qu'il restait seulement 300 billets à vendre. Donc, il faut admettre que c'est un succès déjà. Je ne sais pas, le centre Pierre Charbonneau a combien de capacité, mais tu as besoin d'avoir un deuxième groupe pour faire boxer tous ces boxeurs indépendants. Moi, je ne peux qu'applaudir Yann Pellerin, parce qu'au début, quand Yann Pellerin est arrivé, là, je vais vous faire une grande annonce, j'étais fâché après. Parce que je savais que Michel l'amenait pour vendre des billets, puis je me dis, il prend la place d'un jeune. Mon Whitney Bell, il boxe jamais, puis Yann Pellerin est dans le ring. Là, je me dis, j'étais un peu fâché, mais là, il est venu remplir le vide. C'est lui qui fait boxer tout le monde maintenant. Fait que merci Yann Pellerin, puis tu vas être parfait comme promoteur. Il fait boxer tous ces jeunes-là. Hamza Kabaz, là, accrochez-vous, parce que ça pourrait être un boxeur d'avenir au Québec. Oui, parce que veut pas, il y a des boxeurs qui peut-être dans les rangs amateurs n'ont pas participé au championnat du monde ou gagné une médaille aux Jeux olympiques, mais ça reste des gens qui peuvent, des fois, on dit en langage de sport, des late bloomers, là, vont finir par connaître de belles carrières dans les rangs professionnels, mais si Eye of the Tiger leur offre pas de contrat, déjà tu disais 26 sous contrat. 26 ou 27, peut-être même 28 pendant qu'on enregistre. Ça fait beaucoup de monde, donc il faut de la place pour les indépendants. Dans le cas de Lafrenière, on a eu un beau parcours qui nous a amené, 5-6e à la WBO il y a quelques années. Un titre canadien, c'est un peu un pas en arrière, mais en même temps, c'est le genre de carrière qu'il aurait probablement connu dans les années 1970 ou 80 avec un titre canadien. Donc, oui, et puis tu prends ce qui passe au moment où ça passe. Et Lafrenière est assez populaire pour être tête d'affiche de ce genre de gala et permettre à des jeunes boxeurs qui commencent de se développer en sous-carte. Donc c'est le genre de combat dans lequel tu t'attends à voir Lafrenière. Il va avoir des hauts et des bas selon les résultats, parce qu'avec son style de boxe, il va en gagner, il va en perdre. Mais il en gagne quelques-unes de suite, puis il va peut-être... monter un peu dans les classements, mais c'est logique comme de le voir dans ce genre de gala, en tête d'affiche de ce genre de gala. Mais moi, je vais te décevoir. Là. Moi, je suis un peu fâché de cette finale-là. Deux raisons. Oui, c'est un combat revanche, puis tout tient un peu de ça, mais tu sais, ils sont pas... Francis Lafrenière puis Frank Cotroni sont pas du tout à la même place dans leur carrière. Il y en a un qui travaille 60 heures par semaine, qui part dans le trafic pour aller s'entraîner. Il arrive au gym, il est brûlé, il est obligé, il travaille, comme je viens de dire. Puis là, t'as Francis Lafrenière à côté, qui, lui, est plus jeune, travaille pas, mais parce qu'il a vendu son gymnase. Se consacre à son entraînement. Se consacre à l'entraînement. A Stéphane Larouche avec lui. C'est pas du tout... C'est un boxeur un peu, puis je l'aime beaucoup, Frank Cotroni, un immense respect pour toute sa carrière, puis il est allé loin en karaté, mais tu peux pas prendre un gars qui travaille à temps plein, puis le faire boxer contre un boxeur à temps plein, puis penser que le combat va être compétitif. Ça marche pas comme ça, rendu à ce niveau-là. Tu l'as dit, Francis, il a quand même gagné 3 ceintures, il a été classé à WBO, on le connaît, c'est un rouleau compresseur, là. Il faut que tu sois entraîné pour aller te planter contre lui, puis parce qu'il peut te passer à travers les poumons, il arrête jamais de travailler. Fait que moi, j'aime pas ce match-là que je considère inégal à cause de la préparation et où les deux sont rendus dans leur carrière. Est-ce que tu es un peu plus séduit par le combat entre Jean-Michel Poulain et Danick Croteau? Oui, parce que Danick Croteau, lui, il est étrange, Danick Croteau. J'ai déjà dit une fois à Danick Croteau, il devrait être giflé dans le vestiaire parce que il part très lentement, c'est vrai, il part lentement, il arrive au premier, au deuxième, il est tranquille, là, il mange une grosse droite, là, il s'enrage, puis il finit le combat fort, 3 et 4, puis là, il a perdu les rondes au début, il s'est fait avoir. S'il pouvait rentrer enragé dès le premier, il serait dangereux. Puis Danick Croteau donne un spectacle incroyable. S'il peut partir le combat au premier round, vous allez voir, ça va être effrayant, puis
Poulain, c'est un bon boxeur aussi, solide main gauche. Pourrait peut-être être le combat de la soirée. On a beaucoup parlé de la situation de Groupe Yvon Michel. On se demande qu'est-ce qui va arriver avec les boxeurs qui ont quitté l'organisation au cours des dernières semaines. Est-ce que vous êtes optimiste un peu pour le portrait de la boxe québécoise où là, on disait on est dans un creux de vague. Là. Il y a juste un athlète qui est détenteur d'un titre de champion du monde, c'est Marie-Ève Dicker. Malheureusement, ça ne se traduit pas par un intérêt au guichet, là, comme c'était le cas notamment quand Jean Pascal, par exemple, s'est battu contre Bernard Hopkins 2 fois plus tôt qu'une. Là, j'ai l'impression qu'on va encore plus creux. Qu'est-ce que ça prendrait pour relancer l'intérêt? T'as oublié un champion du monde. Arthur Beterbiev. Mais il se bat pas ici. Non. Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait pour relancer l'intérêt? Je le sais pas, Francis. Ça prendrait peut-être des boxeurs avec des personnalités, comme un Stéphane Ouellet. On accrochait parce qu'il y avait tout le personnage alentour. Là. Il dormait dans des cercueils. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais c'est certain que tous ces boxeurs russes, kazakhs qu'on voit arriver ici, si tu veux que ça fonctionne ici, c'est plate, mais il va falloir qu'ils apprennent le français, qu'ils soient dans la communauté, ou sinon, mais on va les suivre. Ils vont signer tous un peu que de l'AIA, puis on va les suivre sur la télé à la carte, puis on va s'accrocher à Kim Clavel, puis à Alexis de Mathieu, qui sont super bons, puis qui vont peut-être aller dans l'élite aussi. Fait que, moi, je vois un peu comme la boxe est en train de... On n'est pas dans un creux de vague, mais c'est comme ça. Hein, ça prend, si tu signes des athlètes à 18-19 ans, ça va prendre 5 ans pour les monter. Comme Lexun est probablement le prochain Jean-Pascal. C'est sûr qu'il y a 19 ans, on a besoin de 6 ou 7 ans pour travailler avec. Comme Steven Butler, dans 2 ans, va probablement exploser. Puis là, Sadridine, Partem, ça va super bien pour la boxe. Il faut juste patienter le temps que tout ce beau monde-là se développe. Mais est-ce qu'on est un peu nostalgique, là? Puis je m'accuse de propager ça, mais je regardais des vieux reportages sur les combats entre Dave Hilton et Michel Cusson. Puis là, je sais que tu es un fan de ça aussi, Laurent, d'aller regarder sur les archives de la Bibliothèque nationale. Les vieux journaux, la presse, c'était couverture mur à mur, je sais pas combien de pages sur un combat présenté au forum. Est-ce que je suis comme un peu trop désespéré à revivre cette époque-là? Mais tu sais, Francis, tu pouvais pas aller l'écouter dans un bar puis siroter ton 7-Up. Je pense qu'à cette époque-là, si tu étais fan de boxe puis tu voulais voir Hilton contre Cusson, fallait que tu te payes un billet au Centre Bell. Un peu comme au Centre Pierre Charbonneau vendredi, tu n'as aucune autre option que être sur place. Puis, visiblement, ils ont vendu leur billet. Je pense que le bassin de partisans de boxe est peut-être même plus grand qu'il était à l'époque. C'est juste que maintenant, ça te prend juste un ordinateur puis un petit peu de stratégie louche, puis tu vas réussir à tout écouter. Fait que c'est peut-être ça le problème. Mais tu vois, avec quand même Punching Grace, c'est raisonnable. Tu n'as pas besoin d'essayer de pirater quand c'est raisonnable. Mais peut-être... je pense que le bassin est là. C'est juste la façon d'écouter qui a changé. Et puis tu parlais de tous les boxeurs d'Europe de l'Est qui arrivent et qui devraient apprendre le français. C'est ce qu'avait fait à l'époque Lucien Boutet. Ouais. C'est notamment pour ça, pour sa personnalité aussi bien évidemment, mais c'est notamment ça qui a fait en sorte qu'il a été adopté, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple pour d'autres boxeurs qui ont peut-être pas non plus la personnalité attachante qu'avait un Lucien Boutet. Donc c'est un tout. Il y a le côté boxe, mais il y a aussi le côté personnalité publique, si tu veux, qui est très important dans la promotion et dans le fait de devenir aussi populaire que ce qu'ont été des Lucien Boutet, des Jean Pascal, etc., qui remplissaient les arénas. Et j'ai pas l'impression qu'on a des boxeurs de qualité, mais peut-être pas des personnalités qui vont accrocher les gens tant que ça. Mais le talent va toujours accrocher les gens. Je vais te donner un exemple. Arslanbek Makhmoudov, qui lui déjà vit à Montréal. Je l'ai vu dans l'événement de Rival il y a quelques semaines. Il prend des photos avec tout le monde. Lui, par sa carrure, par ses performances, déjà, il est en finale. Lui, il nous a accroché. Ouais. Fait que je pense que à la mesure que tu vas chercher du talent à un haut niveau, les gens vont embarquer. Mais les gens, mais des fois aussi, peut-être que les gens ils ont été déçus parce que tu suis la carrière du boxeur de 0 à 22, puis là, il se fait battre à 23, puis là, tu te dis, bah, c'est devenu un faire-valoir pour les autres, puis là, les gens sont déçus. Ils ont peut-être hâte de voir un boxeur repercer l'élite puis d'être dominant. Mais... Oui, parce qu'on a été habitués. Il y a eu, ça s'est succédé à un rythme depuis... qu'Éric Lucas est devenu champion du monde. Il y a eu Léonard Dorine, Lucien Boutet, Jean Pascal, Joachim Alcine. Yvon Michel en avait 3 champions du monde il y a 1 an. C'est fou, hein? Comme en politique, les choses changent vite. Aujourd'hui, il y a 3 boxeurs.
Je vais essayer de reprendre mon souffle. Plusieurs combats à surveiller cette fin de semaine sur différentes plateformes, notamment Facebook qui se laisse aller. Là, plusieurs événements. Ça commence jeudi 21h en différé sur DAZN. Orlando Fidorgiglio qui affronte Sam Eggington. L'Italien, il est 5e aspirant au titre des super mi-moyens de l'IBF. Il défend sa ceinture internationale pour la première fois contre un Anglais qu'on a déjà vu contre Liam Smith un peu plus tôt cette année. L'Italien s'est déjà incliné contre un de tes compatriotes, Adrien Cédric Vitou, en juin 2015. Et un petit lien avec le Québec. Il revient d'une victoire par décision partagée face à Stephen Dagneau que Custio Clayton avait démoli le Néerlandais, à Québec. Et Eggington est allé d'une remarque intéressante. Il dit « Je ne regarde jamais les combats de mes adversaires. C'est le travail de mon entraîneur et de toute façon, à ce niveau, il n'y a pas de combat facile. » Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est un bon moyen de voir des failles et des tendances chez l'adversaire, mais bon, chacun souvent, on nous vante en nous méthode. disant que certains boxeurs sont des étudiants de la boxe. Ils aiment ça tout savoir, lire, regarder. Lui, visiblement, ne regarde pas. Vendredi 20h30, sur la page Facebook de Mayweather Promotions, Lionel Thompson qui affronte Scott Sigmund. Et là, tu as des liens avec le Québec. J'avais quelques notes. 1 an d'absence. Thompson, son retour, c'est un protégé de Floyd Mayweather. De pourquoi il obtient une finale. On l'a déjà vu contre Edwin Rodriguez. Et là, je cherche le lien avec le Québec. Mais je pensais que Lionel Thompson avait affronté le demi-frère de Jean-Pascal. Nicholson Poulard. À une autre époque. Ça se peut très bien. J'ai pas... Je me trompe peut-être de Lionel. Et Scott Sigmund, lui, est âgé de 32 ans et je regarde sa liste d'adversaires. Il a affronté beaucoup de gens, mais il a toujours perdu. Kelly Pavlik, Caleb Truax, Gillian Love, Matvei Korobov et Roy Jones. Il a perdu contre l'élite. Sauf que Roy Jones, c'était dans sa période un peu comme David Lee Roth quand il a quitté Van Halen. C'était sa période un petit peu moins glorieuse. Celle où il allait se faire knocker en Russie, en Australie. Puis, il affrontait le champion d'Égypte et Tutti Quanti. Et aussi, peut-être à surveiller, Malik Hawkins. C'est le plus récent espoir de Floyd Mayweather. Il l'a mis sous contrat officiellement hier ou avant-hier. Donc, à surveiller, il y a une fiche de 16 victoires, 0 défaites et 9 knockouts. Vendredi soir, 22h30 sur Showtime, Michael Dutchover qui affronte Tamas Matisse. Dutchover, c'est un espoir invaincu chez les poids légers. Son adversaire, Matisse, lui a subi une seule défaite en carrière. De chercher un lien avec le Québec, il y en a un. La seule personne qui est parvenue à le vaincre. Will Madera, un Américain qu'on a déjà vu sur les cartes d'Eye of the Tiger il y a 4-5 ans, dont on a résolument perdu la trace. Et sinon, c'est des débuts télévisés de Brandon Lee. On dit que c'est important de toujours bien faire. Christian Billy, tu nous as appris, je pense que les dirigeants d'ESPN avaient été plus ou moins convaincus par la prestation. Mais Brandon Lee, lui, il a gagné. Il se battait il y a un mois. Il a gagné son combat en 31 secondes. Et là, les dirigeants de Showtime ont dit on va lui donner sa chance à la télévision. Et le voici en action vendredi soir. Sinon, Peter Petrov qui affronte Dedrick Bell vendredi 23h sur la page Facebook. Petrov a failli se trouver un combat samedi passé. J'y viens. La page Facebook de Thompson Boxing dit qu'il y avait une entente pour affronter Ryan Garcia, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, il affronte Dedrick Bell. Un combat... on vous dit que ça existe. Vous faites ce que vous voulez après. Et j'aime beaucoup... Empêchez-vous pas d'aller au cinéma. Surtout vendredi 23h, mais bon. Et c'est le gala, ils ont trouvé un nom particulier. Lock and Load. Ah ouais. Ça peut être utilisé à toutes les sauces. Ouais, Dedrick Bell, il a une fiche de 23 victoires, 30 défaites et un verdict nul. Et ce combat que Petrov a failli se décrocher contre Ryan Garcia, c'est parce que l'adversaire de Ryan Garcia, qui est Avery Sparrow, ne s'est pas présenté à la pesée. Garcia était un peu énervé, disait où il est, il a beaucoup parlé et là il n'est pas là. Et ben, il était au poste de police parce qu'il s'est fait arrêter pour avoir menacé une femme en avril avec une arme à feu. Ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi on l'arrête pas en avril
Pourquoi on l'arrête en septembre? Ça s'est passé en avril. Mais, Tant qu'à avoir attendu jusqu'en septembre, attends le lendemain qui est terminé le combat. Mais bon. tu sais, j'étais un peu nostalgique aujourd'hui avec mes vieilles histoires, mais Francis, tu vas t'en rappeler, là, parce que je suis un peu mélangé, mais c'est pas Stéphane Ouellet ou Dave Hilton qui s'était fait saisir sa bourse dans le vestiaire avant de marcher vers le ring. Il y a une histoire de... Pas Joachim Alcine avant David Lemieux? Ah, peut-être aussi, là, mais... Il y a toutes sortes d'histoires qui courent. Très fouillé, mais on a vu ça même au Québec, des pensions alimentaires qui ont été obtenues à quelques minutes des combats. Oui, ça c'est effectivement déjà vu. Ça ajoute un peu de piquant, hein, parce que des fois la motivation devient autre pour jouer les troubles fêtes. Ensuite, samedi 16h sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night, Joseph Diaz qui affronte Jesus Quadro. Diaz, lui, est champion Gold de la WBA. Et là, il dit... lui, il a perdu il y a quelques temps contre Gary Russell Fils. Et là, c'est ça, il est détenteur de la ceinture Gold. Et là, il dit qu'il aimerait ça avoir une chance. Dans le communiqué, on dit une chance pour un championnat du monde. Là, je suis tout mêlé. Est-ce que la ceinture Gold, c'est un champion du monde ou c'est pas champion du monde? C'est comme les ceintures Maya et Inca du WBC. Mais ça, je suis un peu fâché parce que, tu sais, Yves Ulysse a payé les frais pour avoir la ceinture Gold. Puis ça a coûté cher. Là, on lui a dit, mais fais-toi-en pas, tu sais, tu payes ça, tu vas avoir comme un laissez-passer pour le titre. Et quand ils ont pris Progrès puis ils l'ont lancé champion super, ils sont allés chercher l'aspirant 2 et 3, Mario Barros, puis Batir Akhmedov, puis ils ont lancé en championnat régulier. Et là, Ulysse se demande encore un peu pourquoi il a payé le 25 000, parce que là, il est champion Gold. On lui a pas donné son combat, c'est 2 contre 3. Puis là, Progrès s'en va contre Taylor. Fait, le temps passe, puis ben, la ceinture paraît bien dans le salon. C'est que tu payes des frais de sanction, mais tu n'as aucune garantie qui vient avec. C'est vraiment... C'est fâche. Hein? Ouais. Et l'affiche la plus intéressante de la soirée de loin. Peter Quillin qui affronte Alfredo Angulo samedi à compter de 22h30. On est en 2006. C'est ça. Sur FS1. Quillin, on sait, hein, c'est un ancien champion des poids moyens de la WBO. Il devrait affronter Caleb Truax dans un combat revanche le 31 août. Le premier combat, ça avait été un non-lieu. Et Truax, toutefois, s'est blessé à un tendon. Là. Donc, Alfred Angulo, des fois, quand j'ai du temps libre, je réécoute le premier round contre James Kirkland. Ah, oui, c'est mémorable. Je pense que c'est 532 coups de poing, des chutes au tapis. Tu vis tout ce que tu peux vivre en boxe, c'est dans ce round-là. Et ça a pris plusieurs années de sa carrière et même de sa vie parce qu'il a pris des dégâts dans ce combat-là, surtout les rounds suivants. Ça avait été terrible contre un puncher, contre Kirkland. Et en fait, c'est un thème de tous ses combats, Alfredo Angulo. Il a 37 ans, mais il a le corps d'un gars de 45-50 ans. Surnommé le chien. Ouais, El Perro. Si ma mémoire est bonne, il a déjà affronté Joachim Alcine aussi. Ouais, ça avait terminé par KO premier round. Ça avait été très rapide. Il n'avait pas pris de dégâts dans ce combat-là, mais dans tous les autres, il a encaissé. Son combat contre Canelo Alvarez avait été très dur physiquement. Celui contre Eric Sandy Lara, il avait fini avec un œil. Il serait mieux à retraite, je pense. Ouais, c'est vraiment ce que je pense aussi. Il est beaucoup plus usé. Il a 1 an de plus que Quillin, mais il est beaucoup plus usé que Quillin, qui lui, par contre, a des hauts et des bas depuis sa défaite. Quillin réussit à mettre quelques combats de suite. Là. Ouais, mais ça avait fait... Il avait perdu en 2015, KO premier round contre Jacob. Ça l'avait démoli mentalement. Ouais. Il a pris 2 ans pour revenir, puis après, c'est un combat par année. Il a un combat en 2017, un en 2018... Et là, il a fait 1 round et demi en 2019 contre Caleb Truax. Il y avait eu cette coupure. Mais Quillin était largement était favori à 3 contre 1 contre Jacob. C'est quand même spécial de regarder ça plus tard. Puis que Jacob a fait des grands combats. Puis Quillin, on l'avait quasiment oublié. Quand il était devenu champion, il y avait un engouement là, vraiment intense autour de lui. Et ça avait terminé par KO premier round. Là. C'était vraiment c'est le genre de... Tu as un combat avec tout ce hype-là entre 2 Américains champions. Tu te fais démolir par KO premier round, ta confiance après est au plus bas. Ça lui a pris 2 ans pour s'en remettre. Quillin avait affronté Martin Desjardins à Québec, puis son père lançait des chocolats dans la foule parce que c'était Kid Chocolate, puis il y avait comme un panier, il nous lançait des chocolats. Un grand moment. Et Angulo, lui, s'est incliné il y a quelques années devant Freddy Hernandez et Sergio Mora. Il est revenu avec des victoires contre des adversaires peu significatifs, mais
qu'est-ce qui lui reste encore dans le réservoir. Là. C'est contre surtout un au niveau adversaire physique, qui est pas si mal, là, mais qui est loin d'avoir ce qu'il a déjà été, comme tu souligné. Ça aurait été une très, très belle affiche il y a plus de 10 ans. Aussi, peut-être à surveiller le combat d'espoir, peut-être intéressant, Chris Colbert contre Miguel Beltran. J'aime ça souligner. Colbert, lui, c'était un bel espoir aussi en boxe amateur et il a tourné le dos à tout ça parce qu'il trouve qu'il y a trop de politique dans la boxe amateur. Il y en a un peu en boxe pro. Il va être déçu. Mais ouais, Beltran est capable d'offrir des bons combats. Il avait fait un combat sensationnel, c'est contre Rocky Martinez, mais ça date déjà, je pense que c'était autour de 2010. Donc ça date déjà de quelques années. C'est quand nous le vend, Beltran, on nous dit que c'est un ancien aspirant mondial, mais aspirant mondial quand? Pas la semaine dernière. Non, il y a quelques années. Colbert, c'est un espoir aussi qui est assez intéressant. Il devrait remporter ce combat-là, mais Beltran est capable de le pousser un petit peu plus que ses adversaires précédents. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts là, cette fin de semaine. Ouais. Mais il y a aussi Doulormet qui se bat aussi sur cette carte. Oui, tout à fait. Hein. C'est rendu l'habitude de PBC. On avait mis beaucoup de noms connus sous contrat, mais ils se battent une fois par année. On sent qu'on finit par les oublier. Ils font du Gary Russell Jr. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a probablement qui regrettent amèrement leur choix de carrière. Parce que quoique DAZN a fait exactement la même chose, sauf qu'on a parié sur... disons, des espoirs au lieu de prendre... il y a quelques vétérans établis. Là, on a voulu accrocher le public avec Canelo. D'ailleurs, on a dit tout est stratégiquement fait du côté de DAZN. Le combat entre Canelo et Kovalev, ça va être présenté le 2 novembre. Et la revanche Joshua contre Ruiz le 7. Donc, on dit, va être obligé de s'abonner pendant 2 mois. Donc, on facture. Ils sont vite, hein? Pense à tout. Et là, parce que là, on nous présentait ça, la saison de la boxe cet automne. Golovkin le 5 octobre. On espace. On veut que les gens... on veut que les gens s'abonnent. C'est ça, on veut faire de la rétention. Tout est stratégiquement calculé. Mais moi, Francis, j'étais fâché après Canelo et Kovalev. Je trouve qu'on prend... je m'en allais dire un vieil homme, là, mais on prend un homme un peu plus âgé en Kovalev, puis là, on réduit au minimum son temps entre les deux combats. Ouais. On le force un peu à... C'est quasiment le mot que c'est botcher son camp d'entraînement, puis là, on l'envoie contre Canelo dans les meilleures conditions pour Canelo. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu... Oui, parce qu'il contrôle résolument l'agenda. Parce que là, au début, c'était censé être la fin de semaine dernière. Là, on repousse. Mais on le sait qu'il contrôle l'agenda, mais il pourrait se garder certaines gênes. Là. Je trouve que... Être un peu plus fair avec ses le délai entre les deux combats de Kovalev est un peu ridicule. Puis ça paraît que Kovalev s'en va un peu vendre sa ceinture. Et surtout que Kovalev a subi des dommages dans ce combat-là contre Yarde. Donc, c'est un peu dur de l'envoyer directement contre un gars comme Canelo. Il ne l'envoie pas contre n'importe qui comme Navarrete qui a fait des combats à 1 mois d'avis. C'était des adversaires qui ne lui ont pas fait de dommages comme Yarde a pu faire mal à Kovalev. On sait que Kovalev, en plus, n'est pas le plus ardent travailleur. Donc, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour être prêt pour ce combat-là. Par contre, Canelo de monter aussi vite à 175 livres, je trouve ça très très rapide parce qu'il a fait un seul combat à 168 et Kovalev est vieillissant, mais la différence de carrure va être quand même nette. Kovalev est un bon boxeur technique et est capable d'allonger les bras. Ça va être moins facile que ce que les gens s'attendent parce qu'ils voient juste le talent des deux boxeurs, mais la différence de carrure, la différence physique va jouer un gros rôle dans ce combat-là. C'est tout l'intérêt du combat, un peu, la différence physique. Mais on voit avec l'argent, on a l'impression que c'est un peu comme la stratégie de Marc Bergevin pour attirer Sébastien Nao. Hein, parce que la seule raison logique pour Kovalev d'accepter ce combat-là, c'est les dollars. C'est l'argent. Puis là, l'histoire a été racontée dernièrement par Guy Clémus, pas payé pour ses 16 premiers combats. Il n'a pas nécessairement fait tant d'argent que ça depuis le début de sa carrière. Là, c'est une occasion unique d'assurer ses vieux jours à jamais. Si tu veux rendre l'histoire encore un peu plus dramatique, il n'avait pas été payé pour les 16 premiers. Puis les 2 bourses d'après, il avait payé l'enterrement de Roman Simakov qui avait tué à son 16e combat. Fait que c'est encore plus triste. Ça prend 19 combats avant de faire de l'argent. Ça prouve l'envers de la médaille. Et malgré le fait que c'est un boxeur dont le nom entre maintenant dans les discussions pour une place au temple de la renommée, c'est pas le premier, c'est pas le dernier là, à avoir... disons, les gens autour se remplissent les poches, mais le principal intéressé qui a le talent, lui,
souvent est pas rémunéré à sa juste valeur, Il y a le talent, mais des fois, on pense qu'il n'y a pas toute la tête. malheureusement. Ouais. Donc, c'est sur cette note qu'on va compléter le tour de l'actualité cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application RDS ou l'application iHeartRadio pour voir tout le contenu qui est offert par RDS sur ces différents sujets, que ce soit nos amis dans la cage ou c'est le grand retour d'On Jazz demain mercredi avec Et moi, j'adore le Martin podcast de Lemay. lutte. Oui, tout à fait. On salue nos amis ouais. du Petit Paquet. Stéphane Morneau en tête. Donc, au nom d'Adrien Meur et de Laurent Poulain, ainsi que du premier ministre de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.